Je ne sais pas combien on pouvait être, je vais dire des bêtises, mais enfin, on était peut-être plus de 1000. Hein? On était jusqu'à 1700. Ah oui, c'était énorme. Moi, je me souviens, en 1945, vous voyez le jardin qui est autour de Gutenberg. C'était un champ de pommes de terre. Parce que le ravitaillement manquant, l'administration avait converti son jardin d'agrément en champ de pommes de terre. Alors il y avait déjà ça qui faisait impression. Gutenberg régnant sur les pommes de terre, c'était pas mal. À Paris, au cabinet des Poinçons de l'Imprimerie nationale, on grave, comme au temps de Gutenberg, lettres et caractères qui serviront à l'impression des beaux livres. Le poinçon, c'est une tige d'acier à l'extrémité de laquelle on grave une lettre ou une vignette, un motif décoratif, à l'envers et en relief. Cette technique, ça date de Gutenberg. On est en 1450 environ, et 100 ans plus tard, en 1540, c'est à ce moment-là que François Ier réclame les premiers poinçons, qui sont des caractères de grec à ligature. Ça a été la première création, et ça a été le fondement même de cette collection, qui aujourd'hui est classée monument historique. Lorsqu'un graveur, à l'époque de Louis XIV, François Ier, Louis XV, a laissé un empattement légèrement tordu ou légèrement cintré, un angle légèrement mal fait, une imperfection dans la forme, on refait cette imperfection de manière à ce qu'un texte imprimé aujourd'hui soit tout à fait semblable à ce que l'on faisait autrefois. À l'heure actuelle, il ne s'agit plus simplement d'apprendre une technique, mais plus d'apprendre et la technique et la culture qui fonctionnent avec. Donc le poinçon typographique, c'est une activité, c'est de la gravure, mais en étant un petit peu curieux, on découvre tous les métiers du livre, le livre en lui-même, mais tous les métiers qui s'y rapportent, l'impression, la composition, la culture typographique, l'histoire de la lettre. L'histoire de la lettre nous amène vers l'écriture. L'écriture remonte à des millénaires. Là-dessus, on peut aussi parler, pour les livres, de reliure. Et le domaine du livre est sans limite. Donc c'est un domaine d'exploration infinie. On a une première période qui n'est pas une imprimerie royale, mais une typographie royale. C'est la période qu'on appelle des imprimeurs du roi pour le grec, qui est en fait une volonté de François Ier de faire de la propagande et surtout de donner au monde savant la richesse de sa bibliothèque d'ouvrages en grec. L'histoire ecclésiastique d'Eusèbe Pamphile sera le premier livre imprimé avec les Grecs du roi. 10 années auront été nécessaires au graveur Claude Garamond pour créer ces caractères. Donc voilà, ici, nous sommes dans la chambre forte du cabinet des Poinçons, un lieu où on conserve des poinçons de toute époque, depuis François Ier à nos jours. Dans cette pièce, nous avons plus de 110 000 poinçons. Et l'ensemble de la collection comprend 236 000 poinçons typographiques. Là, on a des pièces qui, pour certaines, comme ce poinçon, là, par exemple, pèsent 6 kilos. Vérification faite.
Le plus gros corps, le corps 120, pèse 6 kg, et le plus petit, le corps 4, pour la même pièce, pèse 6 grammes. Ici, on a des hiéroglyphes, caractères gravés au 19e siècle. On a 3500 de ces poinçons qui sont, pour cela, les parties du corps humain, avec des pièces détachées, des bras, des jambes, des mains et des petits personnages. Aujourd'hui, on parle d'une œuvre d'art, mais en fait, c'est ce qui constitue la richesse de l'imprimerie. En fait, c'était le cœur de l'imprimerie, ça, autrefois. Quand on imprimait tout à partir de ces caractères créés à ces époques-là, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, quelqu'un qui voulait asseoir son pouvoir comme François Ier, il fallait qu'il passe par ça. Donc, la dépense était énorme. Il faut penser que ces polices de caractères ont été gravées pour certaines en 50 ans, ou même plus, mais ils n'étaient pas seuls à graver. C'était de véritables ateliers qui tournaient. Et ça coûtait une fortune. Alors aujourd'hui, on est dit, oui, mais ça coûte une fortune. Bien sûr, quand on regrave un poinçon, ça coûte une fortune. Mais autrefois aussi. Simplement, autrefois, on était sûr de l'amortir parce qu'on passait 4 siècles ou 5 siècles et on n'avait pas peur d'investir pendant une période de manière à ce que nos enfants et petits-enfants puissent en profiter. Une fois gravé, le poinçon servira à fabriquer une lettre en creux dans une matrice en cuivre. Cette matrice servira de moule pour fondre les lettres en plomb qui seront utilisées pour composer un texte. Et puis là, il y avait un autre trait qui m'est resté, c'est que les ouvriers rentraient, les typographes, disons, rentraient à 8h20. Ils devaient pointer à 8h20. L'heure d'entrée était à 8h15. Mais entre les deux portes, devant Gutenberg, là, sur le trottoir, tout le monde était massé. Et ils ne rentraient qu'à la sonnette. Autrement dit, à 8h15, la sonnette retentissait et les gars qui se gelaient depuis pas mal de temps ou qui crevaient de chaleur, résistance au patron, je pense. On m'a dit ça, moi, les anciens m'ont dit, c'est pour bien montrer qu'on vient contraint et forcé. Un siècle s'écoule et l'imprimerie française prend de l'ampleur. En 1640, Louis XIII, sous l'instigation de Richelieu, ordonne la création de la manufacture de l'imprimerie royale qui sera logée au Louvre. L'imprimerie royale, décide Richelieu, devra multiplier les belles publications utiles à la gloire du roi, au progrès de la religion et à l'avancement des lettres. Les premières publications de l'imprimerie royale seront des livres de grand luxe. Une Bible, un texte de Virgile, un Horace et une imitation de Jésus-Christ, qui sera le premier livre imprimé en latin pour affirmer le pouvoir de l'Église catholique après les luttes contre les protestants. Avec la reprise en main de Richelieu, on sent bien que l'Église doit se prémunir contre en fait, l'Église protestante, les réformés qui ont très bien su utiliser l'imprimerie pour faire leur propagande. Et ce n'est pas d'une manière gratuite qu'on fonde l'imprimerie royale. C'est bien pour contrer cette propagande protestante. Et donc il faut essayer de réduire le nombre des imprimeurs pour les contrôler. Sous le règne de Louis XIV, pour chanter la gloire du roi en montrant les chefs-d'œuvre réalisés dans les palais royaux, Colbert entreprend la création d'une série de planches de grand format appelée le cabinet du roi. Disons que le cabinet du roi a beaucoup occupé l'imprimerie royale
durant la période 1670-1702. 1702 étant la date de la sortie des médailles de Louis le Grand, qui est en fait le premier livre réalisé avec le Romain du Roi de Philippe Grandjean. Et c'est une histoire hagiographique quand même de Louis XIV par médaille. On commençait à s'apercevoir que la typographie royale, qui était en fait très largement une typographie de la Renaissance, était passée de mode. Et par conséquent, on demanda à l'Académie des sciences de créer une commission dirigée par un certain Jaujon, qui fut chargée de calculer les proportions idéales des lettres, et on fit graver ces lettres par une série de grands graveurs, Grandjean, Alexandre et Luce, qui travaillèrent à la fin du règne de Louis XIV et au début du règne de Louis XV. Sous le règne de Louis XV, l'imprimerie royale entreprend la création des 36 volumes de l'histoire naturelle de Buffon. Buffon va être très intelligent. C'est un homme qui est proche du pouvoir. Il est directeur du Jardin du Roi. En tant que directeur du Jardin du Roi, il se fait imprimer à l'imprimerie royale. Il va faire composer les 3 premiers volumes de son histoire naturelle avant de la sortir. Bien sûr, il y a ces théories de la Terre qui débutent, et quand il présente l'ouvrage à la Sorbonne, les docteurs en théologie vont écrire à Buffon en lui disant « Vous avez 14 propositions qui sont contraires au dogme de l'Église catholique. » Et il est extrêmement intéressant de voir comment les illustrations sont conçues de manière à ne pas nier le mythe de la création par la Bible, mais aussi de manière à ne pas l'approuver, puisque au fond, Buffon avait de toutes autres idées sur la création du monde. On avait les brevets d'invention, on avait des boulots qui ont disparu, on ne sait pas comment. Le Charles Le Chauve, quand il y avait une dizaine de travail, là, on n'avait plus de boulot, on disait aux gars, tu iras prendre du Charles Le Chauve chez un tel. Alors le Charles Le Chauve, c'est un truc qui pouvait durer jusqu'à plus soif. Il y avait toujours du Charles Le Chauve. C'est un travail qui ne payait pas, composé à la main, bien entendu. Et bon, il y avait une série de boulots, des navigateurs, des choses qui ont disparu depuis longtemps. À la Révolution, l'imprimerie royale devenue imprimerie nationale du Louvre connaît d'intenses bouleversements. Sous le flux des lois, de 1789 à 1793, le nombre de ces presses passe de 10 à 40. Très vite, les révolutionnaires ont compris qu'ils avaient besoin d'une imprimerie, et donc, principalement, parce qu'ils vont émettre des lois et qu'il va falloir les divulguer, les promulguer. Le changement va se faire en 1792, l'imprimerie royale va disparaître au profit de l'imprimerie nationale des lois. Après, elle va prendre le nom d'imprimerie nationale du Louvre et puis imprimerie de la République avant de devenir imprimerie impériale en 1804. En 1809, sous Napoléon, l'imprimerie impériale emménage rue Vieille du Temple à l'hôtel de Rohan. Logée au dernier étage, l'imprimerie impériale est encore un petit atelier qui possède une 50aine de presses à bras. Parce qu'ils ont recours à leur force manuelle, les imprimeurs sont appelés les ours. Et parce qu'ils savent lire et écrire, les typographes sont appelés les singes. De même, l'expression des enfants de la balle, qui désigne les enfants qui exercent le même métier que leur père, est issue du monde de l'imprimerie, puisque la balle était ce qui servait à imprimer la forme typographique, à l'ancrer. Et les enfants de la balle à l'imprimerie nationale sont très nombreux, puisqu'il est fréquent d'entrer à l'imprimerie parce que son père travaille déjà dans l'établissement. On avait une fierté d'appartenir à la nationale, qui était due au fait que les ouvriers de l'établissement avaient clairement conscience d'appartenir à une caste privilégiée.
J'ai un grand-père qui était imprimeur typographe. Donc ses deux fils sont devenus imprimeurs typographes. Et puis un jour, mon père il a vu une annonce comme quoi il y avait un concours ici de recrutement de 8 élèves apprentis orientalistes, enfin 8 apprentis orientalistes. Donc j'étais en troisième, elle a dit tiens, tu devrais le passer. Enfin, tu vas le passer. Je sais pas, je l'ai passé, puis j'étais reçu dans les 8. Donc voilà, c'était. C'est tout bête, mais bon, je sais pas, peut-être que s'il avait été boulanger, puis qu'il ait vu une annonce pour être apprenti boulanger, je sais pas. Hein, je pense que ça se passait dans beaucoup de familles comme ça. Alors, comme disaient les anciens, on doit entendre battre le briquet, c'est-à-dire la lettre qui fait clac. Nous, on connaît notre casse par cœur. Bon, à part quelques signes spéciaux qu'on n'utilise pas souvent, des fois on hésite un peu, mais les trois quarts, on connaît par cœur. Hein. Voilà, donc j'ai rajouté 3 points entre chaque espacement. Ma ligne est justifiée, ça tient. Je passe, j'enlève mon leveling, je passe à la ligne suivante, etc. Bon, là, le processus, c'est le même, c'est toujours le même. Hein. Quand on a fini un composteur, on le vide, on le tient avec les deux majeurs, et hop, on glisse. Normalement, si c'est bien justifié, ça tient. Hein. Si je lâche, ça part en... Peu de temps avant qu'on rentre, je peux vous dire que les 4 côtés, là, de l'entreprise, au 2e étage, c'était que des typos. Et des typos des 2 côtés de l'allée centrale. Hein. Il fallait voir les sons, enfin, il fallait entendre ces sons, parce qu'il y avait des gens qui sifflaient, d'autres qui faisaient du bruit en imposant. Il y avait tout, des engueulades, il y avait vraiment de tout, évidemment, comme c'était une fourmilière. 250 personnes, vous imaginez un peu le bruit que ça peut faire. Et ça, ce qui nous manque, c'est le bruit. J'ai commencé à travailler avec un ancien. Et tout de suite, c'était mon petit gars, il faut te syndiquer, parce que tu sais, il faut défendre la profession, etc. Non, c'est vrai, il y avait ce climat, quoi. Alors à l'époque, on travaillait aux pièces, c'est-à-dire que tout ce qu'on faisait, on le comptabilisait. Nous-mêmes. Alors j'ai passé des soirées chez moi et d'autres, évidemment. Par exemple, on faisait une épreuve de chaque page, et puis chez nous, telle justification, tel corps, ça valait tant de centimes, on faisait le total, et on faisait notre paye comme ça. Alors je peux vous dire que les premières payes, c'était les payes minables qu'on faisait, parce que d'abord, on n'était pas encore à l'aise. Évidemment, c'était les anciens qui avaient les meilleurs travaux. On travaille encore sur une collection, ce qu'on appelle la Salamande. C'est une collection sur des œuvres littéraires qui n'ont pas été éditées depuis très longtemps, qui ressortent. Des ouvrages assez rares qu'on ne trouve plus. Hein. Et bon, ça, on ne sait pas si on va continuer encore cette collection. Sinon, parallèlement, on travaille beaucoup en bibliophilie. Ce sont des tout petits tirages. Hein. Ça peut être 100 à 300 exemplaires. On a connu la typographie industrielle. Maintenant, on est redevenu à la composition artisanale. Donc là, on va l'attacher pour pas que ça se sauve. Ça fait 28 ans que je suis à l'Imprimeur national. Quand je suis arrivé, il y avait des fondeurs mono sur ces machines. On était une quinzaine. Il y avait les fondeuses Supra ils étaient 5 ou 6.
Les fondeuses Engrod, ils étaient pareils, 5 ou 6. Ça tournait jour et nuit. En composition mécanique, oui. Enfin, on tournait principalement de 8, mais il y avait des services qui tournaient entre 8. Hein. À cette époque-là, l'imprimerie nationale, il y avait 150-200 typos. Hein. Alors donc, il fallait du plomb, il y avait environ 5000 tonnes de plomb qui tournaient dans toute la maison. 5000 tonnes de plomb, c'est énorme. Hein. Donc là, je prépare la machine pour ma fonte. Donc il faut bien mélanger tout le plomb, bien préparer le piston. Et être à bonne température pour pouvoir fondre. C'est la dernière fonderie en France. Et encore, il y a une association qui est un ancien d'ici, qui vient 2 jours par mois pour me former sur certaines machines. Autrement, il n'y a plus d'installations monotypes qui sont en activité. Hein. Le plomb se résume maintenant, progressivement s'est résumé, s'est résorbé au fur et à mesure de l'arrivée du numérique, il l'a chassé, est resté simplement le luxe qu'on appelle le livre, quoi, où les amateurs veulent avoir des livres imprimés par des gens habillés François Ier et avec des caractères en plomb de l'époque, le privilège, c'est ça. Mais en dehors de ça, il y a le plomb, c'est dépassé depuis longtemps. Disons que l'imprimerie nationale au XIXe siècle, c'est un instrument essentiellement de pouvoir, hein, mais c'est aussi un instrument culturel très fort. Du côté oriental, on va avoir les 2 aspects, l'aspect majestueux, grandiose, et puis l'aspect efficace. Avec ses 60 alphabets orientaux, l'imprimerie nationale détient la plus importante collection de caractères en Europe. C'est en 1813, sous Napoléon, qu'un décret ordonne la création d'un corps de typographes orientalistes. On va leur apprendre à composer en leur donnant les rudiments de la grammaire de chacune des langues et surtout une connaissance précise des lettres, puisqu'un compositeur compose essentiellement par mémoire visuelle plus que par connaissance des langues. Après la campagne d'Égypte de Napoléon, l'imprimerie impériale créera à partir de 1809 une collection de grands ouvrages qui jetteront les bases de l'égyptologie. À raison d'un volume par an, cette collection mettra 20 ans à voir le jour. C'est le plus grand livre qu'on a jamais réalisé à l'époque. Les plus grands formats font presque 1,50 m de haut, hein. C'est absolument phénoménal. On sait que dès 1803, les premiers travaux commencent. Il fallait quand même le temps de fabriquer le papier, il fallait le temps de graver les planches de cuivre, c'est très long. Certaines planches vont être gravées en plus de 2 ans avec 400 graveurs qui vont participer à l'aventure, avec des choses absolument merveilleuses parce que y a les veuves qui réclament leur dû, il y a les graveurs qui abandonnent parce que là, c'est trop compliqué ou ils sont devenus aveugles. Enfin, une vie très intense.
Là, je fais remonter le grain du papier, c'est-à-dire, à force de passer des coups de rouleau dessus, le grain disparaît. Donc là, je le fais remonter. Et ensuite, je le mets sur la presse, je le cale tranquillement. Ok. Voilà. Donc la plaque est ancrée, le papier il est humide, c'est-à-dire il est amoureux, il va prendre un maximum d'encre. Ça, c'est des langes en feutre. Ça permet d'absorber un peu la pression. Et là, je vais passer en pression, tout simplement. Ok, c'est parti. Ça, c'est une presse qui date du XVIIIe siècle. Donc, les bâtis, en fait, tout ce qui est en bois, tous les bâtis en bois sont d'origine. Par contre, les parties métalliques, tout le système de pignonnerie a été rajouté à la fin du 19e. Parce que ça n'existait pas au 19e siècle. Ce système-là, c'était des croisillons et c'était pour des formats comme ça, c'était quasiment impossible à tourner, quoi. Là, avec un système de démultiplication, ça facilite un peu le travail du taille-doucier. C'est un peu la surprise. Il y a toujours des petites différences. Il y a un coup de rouleau. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est là, il y a des trucs qui font pas. Ça, je sais pas où c'est que j'ai chopé ça. Et puis là, il y a un méchant coup de rouleau. Le grain? Ouais. Mélange de litho. Hein? C'est pas bien. Procédé un peu. Mixte. Au fur et à mesure des changements politiques du XIXe siècle, l'imprimerie impériale changeait de nom et devenait royale ou nationale selon les régimes politiques. En 1870, lors de l'instauration de la Troisième République, l'imprimerie a pris définitivement son nom de nationale. Elle ne l'a pas perdu même pendant l'épisode de la Commune. On aurait pu penser qu'elle s'appellerait imprimerie communale, mais on a gardé le nom d'imprimerie nationale. Tout au long du XIXe siècle, on a cessé de se plaindre des mauvaises conditions de l'étroitesse des locaux, puisque les ouvriers étaient obligés de travailler dans des ateliers qui étaient mal éclairés, qui étaient vraiment très étroits. On travaillait en fait de la cave au grenier. On a des photographies qui représentent les ouvrières sous les combles et elles sont vraiment les unes sur les autres. Et à la fin du XIXe siècle, quand la vogue hygiéniste s'est mise en place en France et a dénoncé toutes ces mauvaises conditions de travail, on a commencé à réfléchir à la construction d'une nouvelle usine avec des ateliers plus grands permettant d'accueillir de plus grandes machines. Le bâtiment de la nouvelle imprimerie sera sobre et fonctionnel. L'ensemble est structuré par une puissante armature métallique. Seules les façades largement percées sont en briques. En 1924, l'imprimerie nationale emménage rue de la Convention, où bientôt 2000 ouvriers feront vivre l'établissement d'État. Au cours du XXe siècle, l'atelier du livre d'art et de l'estampe créera la collection des livres de peintres et d'artistes célèbres. L'imprimerie nationale a travaillé avec des éditeurs privés, avec des marchands d'art comme Ambroise Vollard, comme Louis Connard, qui étaient spécialisés dans les livres de peintres. Le Parallèlement de Verlaine, illustré par Pierre Bonnard, est un exemple célèbre de ces beaux livres qui sortent des presses de l'imprimerie nationale dès le début du XXe siècle. Vollard va faire quelque chose de révolutionnaire dans le sens où il va utiliser la lithographie. Donc il y a un mariage absolument merveilleux entre cette lithographie monochrome de Bonnard et le texte en Garamond.
Voilà, la lithographie, c'est simplement du gras et de l'eau qui ne se mélangent pas. Donc ces deux éléments, sur une pierre calcaire, l'artiste va dessiner, déposer sur la pierre qui est à nu, qui est vierge, un dessin grâce à un crayon avec de l'encre grasse qui est conçu pour la lithographie. Et l'artiste dessine directement sur la pierre en déposant du gras. Voilà. Il reste du gras, on voit bien la trace de gras. Et avec le gomme arabique qui protège les parties blanches, je peux frotter sans abîmer le dessin. Attention. Pas la peine d'enregistrer ça parce que... Et l'encre s'accroche uniquement sur le gras. Toujours la première feuille est plus claire. Parmi les grands livres qu'on remarque dans ce monde de la bibliophilie, il y a le très beau livre de Paris sans fin, illustré par Giacometti. Mais il y en a plein d'autres. Vous avez des livres illustrés par Chagall, des livres illustrés par Dali qui ont été faits ici. Tout le monde va venir au début du XXe siècle se faire au moins un livre à l'imprimerie nationale. Gérard avait peut-être vécu ça parce qu'il est apprenti de maison. Nous, on l'a connu qu'après, par l'histoire, quand les prisonniers de guerre sont rentrés. Ah! On n'avait pas parlé. Pendant la guerre, bon, il y a eu des prisonniers comme partout. Et pendant qu'ils étaient partis, d'autres ont pris leur place. Quand les prisonniers sont revenus, ils ont dit, moi, je récupère ma place. Les autres qui étaient là depuis 2 ou 3 ans, ils disent, ben non, c'est ma place, moi, je ne cède pas ma place. Et c'était insoluble. C'était des premiers insolubles. Un couteau tiré, hein, se foutre sur la gueule dans les ateliers. Mais moi, j'ai débuté en 1949 ici. Mon père, qui était à EDF, m'avait dit, bah dis donc, t'aurais mieux fait de rentrer à EDF que rentrer à la Nationale. La boîte, à cette époque-là, était suffisamment attirante pour qu'on considère, comme me l'avait dit un imprimeur aux épreuves, ici, mon gars, c'est une boîte en or. À l'imprimerie nationale,
ces machines sont principalement utilisées pour la composition des annuaires du téléphone. Et ce sont ces rotatives qui en assurent l'impression. L'imprimerie, tout à coup, prend le visage de la grande industrie. L'imprimerie nationale était riche, et c'est pour moi qu'il disait, c'était déjà les experts comptables du comité d'entreprise, nos experts qui disaient, mais vous êtes, c'est phénoménal, quoi. On avait des locaux, on avait du matériel, on avait, enfin tout, ils achetaient les rotatives, ils payaient comptant, hein. Tous les ministères, que ce soit la douane, les postes, tout ça, étaient obligés de se faire imprimer à l'imprimerie nationale. L'annuaire de France Télécom représentait 40% du chiffre d'affaires de l'imprimerie nationale. Contrairement à ce que croient beaucoup de gens, l'imprimerie nationale n'a pas pour mission d'imprimer les billets de banque. En revanche, les différentes administrations lui confient l'impression des titres obligataires et autres emprunts d'État. Ça vous fait pas rêver, tous ces billets-là, de 500 francs? Ah bah ça me rendrait bien service, hein. Je suis en train de faire agrandir ma maison, alors ça me rendrait bien service. Mais si vous en preniez un de temps en temps, ça se verrait pas? Oh là là. Alors là, c'est compté les 4 côtés, c'est vérifié partout. Il n'y a pas moyen, alors? C'est refermé à la clé, et dès qu'on s'en va déjeuner, il y a quelqu'un pour surveiller. Alors là, vous pouvez pas, là. Essayez, vous verrez. 68, c'était très curieux. Les gens étaient mécontents ici. Mais impossible de les faire bouger. Quand tout à coup, un matin, voilà-t-il pas qu'au quartier latin, ça explose. Immédiatement, en un clin d'œil. Réunion au quai du départ, un bordel énorme, tout le monde sur le pont, des gars qu'on aurait cru mobilisés depuis au moins 15 jours ou 3 semaines, qui étaient inertes, les voilà survoltés. On a organisé ça en 2 coups les gros. Et avec des postes de surveillance aux loges, personne ne pénétrait, parce qu'il y avait beaucoup des gauchistes. Alors, à l'époque, ici, c'était franchement cégétiste, hein. Alors, les gauchistes, on n'aimait pas trop, parce que c'était trop d'avant-garde. Pendant très longtemps, l'entreprise a vécu totalement en autarcie. Et avec une culture, l'imprimerie nationale. Moi, j'ai tendance à dire l'imprimerie avec un grand I et un grand N. Sans du tout connaître ce qui se passait à l'extérieur. Et c'est vrai que dans les années, en plus, tout ça a été nourri par le fait que technologiquement, là par contre, l'imprimerie, dans les années 60, avait énormément d'avance, justement sur le numérique, enfin ce qui allait devenir le numérique, qui était la photocomposition programmée. Puisque c'est à l'imprimerie nationale qu'a été développé les premiers logiciels ou mécaniques par ordinateur. Le système de photocomposition programmée. Une installation qui est l'un des sujets de fierté de l'imprimerie nationale. À l'origine, tout se présente comme la salle de composition des monotypes. Des claviers de machines à écrire et des bandes perforées. En plus moderne, cependant. L'opération se déroulait au sein de mystérieuses armoires, dans un lieu qui évoquait plus le lancement des fusées que l'imprimerie. Ça a été une décennie où il y a eu une de grandes difficultés pour passer de la typographie à la photocomposition. Et il y a eu aussi de grandes difficultés pour passer de l'impression typo à l'impression offset. Et les difficultés étaient les mêmes. Les gens avaient du mal on avait du mal à faire comprendre qu'il y avait nécessité de changer. L'arrivée sur le domaine concurrentiel et donc d'être mis en concurrence et les commerciaux qui nous ramenaient des informations de l'extérieur et donc de nos concurrents a fait découvrir à beaucoup de cadres issus de l'entreprise là depuis beaucoup d'années, de découvrir que à l'extérieur, le monde avait largement évolué et que l'imprimerie nationale avec un grand N, elle n'était pas si bonne que ça. Elle avait beaucoup de retard dans des domaines et que contrairement à ce que l'on pensait, on n'était pas les rois du monde. À un moment donné, il y a quelques cadres de haut niveau. Alors, on n'était pas forcé de les croire, mais enfin, je pense qu'ils étaient honnêtes. Ils nous disaient, vous savez, en offset, on est 30% plus cher qu'ailleurs. À partir de là, on avait tout de suite compris qu'ils n'avaient pas le courage de revoir les tarifs parce qu'ils avaient peur peut-être d'une réaction ouvrière.
importante. Alors ça muselle tout ça. Et puis comme ils font carrière et qu'ils ne sont pas ad vitam ici, il dit bon bah je laisse courir pisser le mérinos et puis après on verra bien. Et c'est comme ça qu'on coule le système. Ils ont fermé la reliure déjà. Bon, là, on fait des petits travaux parce que c'est quelqu'un qui l'a demandé, mais sinon, on en fait de moins en moins, quoi. Donc, il n'y a pas assez de travail pour plusieurs personnes. Ça fait 35 ans. 35 ans, mais ça fait pas 35 ans que je travaille là. J'ai travaillé un petit peu partout, sur les machines à plier, là où on fait les concours, les permis de conduire, enfin j'ai travaillé partout, quoi. Et puis ici, je suis venue là parce que j'aime pas travailler en machine, donc je préfère travailler à la main. Donc voilà l'ouvrage, une fois qu'il est fini, d'être cousu. Les femmes, elles cousaient beaucoup des journaux officiels, on faisait beaucoup de choses à la main. Et les programmes de l'Élysée, les menus de l'Élysée, où on met des cordons, les cartes d'identité professionnelle. Avant, les vœux de l'Élysée du président, on les collait à l'intérieur d'une couverture. Maintenant, on les plie seulement. Donc, il y a beaucoup moins de travail. Mais bon, on se serre les coudes. On se serre les coudes entre nous, quoi. En 1994, soumise désormais à la concurrence européenne, l'imprimerie nationale change de statut et devient une société anonyme. L'entreprise connaît alors une baisse générale de son activité due à la perte du monopole des imprimés officiels et au développement de l'informatique. Après d'importantes pertes financières, le site de Paris devenu vétuste et peu rentable est menacé de fermeture. Ils ont fait venir des tas d'ingénieurs conseils ici. Il y avait des cabinets Gardon, il y avait je ne sais plus quoi. Hein. C'était fou. Oui, il y avait tout. Ils ont fait venir tout un tas de gars pour voir comment on pouvait s'en sortir. Sortir d'une imprimerie du 19e siècle pour la transformer en quelque chose d'un peu mieux, quoi. Mais bon, ça a été très dur parce qu'on jetait personne à la porte. L'imprimerie nationale, 10 ans après cette perte de statut, a perdu le marché des annuaires téléphoniques qui représentait plus de 40% de son activité et perd à peu près 100 millions d'euros par an. Il fallait réagir et j'ai présenté, lorsque j'ai été sollicité par Francis Maire, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en juin 2003, un plan de restructuration qui, un peu au contraire des idées ambiantes, tournait autour d'un recentrage assez considérable des activités d'imprimerie nationale. Il faut faire la part des choses. Il y a notre histoire, il y a notre passé, il y a ce patrimoine qu'il faut préserver et maintenir, mais il y a aussi ce qui nous fait vivre. C'est pas le patrimoine, c'est l'activité industrielle. Et il faut être concurrentiel, savoir développer des technologies et être capable de produire dans les prix et les coûts tels que nos concurrents, voire peut-être un peu mieux, ce qui serait déjà un avantage. Il reste l'imprimeur qui doit maîtriser sa machine. Et là, l'œil de l'imprimeur, on aura beau mettre énormément de numérique et d'ordinateurs, néanmoins, il est indispensable, encore aujourd'hui. Cependant, il semble évident qu'à terme, avec les développements du numérique et de l'informatique, on peut malheureusement imaginer que l'imprimeur, en tant que métier, devienne quelqu'un qui sort du papier, qui met du papier en tête d'une machine et qui sort le papier imprimé.
Il y en a qui sont rentrés, ils avaient 20 ans. Donc aujourd'hui, ils ont 30 et quelques années. Et eux, ils sont loin de la retraite. Ces gens-là, on va les reclasser ou sur les machines, ceux qui peuvent, mais les autres, on nous promet des places dans les ministères, dans la fonction publique d'État, dans la fonction territoriale, dans la fonction hospitalière. Moi, je veux bien, mais moi, j'ai 50 ans, on va me former comme infirmier à 50 ans, ou, enfin, quand je dis infirmier, ou autre chose, quoi, mais, ou alors dans les parcs et jardins à la mairie de Paris, mais c'est pas que je veux pas le faire, mais je veux pas qu'on me casse mes conditions de travail, et surtout mon salaire. J'ai obtenu mon salaire parce que par un savoir-faire et parce que j'ai toujours tout ce que j'ai fait depuis maintenant, et j'ai pas envie de redémarrer à zéro maintenant, quoi. Il est certain que le plan de restructuration que j'ai présenté au pouvoir public, que j'ai présenté aux organisations syndicales, aux élus, était un plan d'une ampleur que peu d'entreprises publiques ont connue ces 30 ou 40 dernières années. C'est-à-dire une division quasiment par 4 des effectifs en l'espace de 2 ans et demi. On passe d'un effectif de 1600 personnes, qui était l'effectif début 2003, à un effectif qui tournera autour de 400 personnes à peu près, sans doute, à échéance fin 2006. Heureusement, le bâtiment ne sera pas détruit. C'est un bâtiment qui est protégé, c'est un bâtiment qui est sous le contrôle permanent des architectes des bâtiments de France. Les façades seront conservées, le jardin sera conservé, les superficies ne seront pas augmentées. À qui appartient-il aujourd'hui? Il a été vendu au profit d'un fonds d'investissement américain, lequel fonds d'investissement recherche l'investisseur qui prendra le relais dans les 2-3 ans qui viennent. Avant la fermeture, le matériel de l'atelier du livre part rejoindre un site provisoire au sud de Paris. Un projet de musée-atelier est à l'étude pour accueillir le patrimoine et son personnel. Les autres activités industrielles sont regroupées sur un nouveau site implanté en région parisienne et à l'usine de Douai. Et la statue? Bah, tu l'amènes chez toi? Non, mais Balladur la voulait, la statue, paraît-il, pour mettre... Dans le 15e. Non, mais elle reste là, elle reste là. Et le jardin reste là? La façade. Bah, La façade. Ils se sont tous battus, la mairie du 15e la voulait, les Carlyle qui a acheté la voulaient, enfin... Ils se sont beaucoup plus battus pour la statue que pour le personnel, quoi. On pourrait vous en raconter encore, mais vous avez déjà... Tu rentres déjà, ta femme t'attend? Non, j'ai encore d'autres trucs à faire. Puis je Vincennes. Bon, bah... À la course. Aux courses. Bah, aux courses. Aux courses. Il est dans la 5e. Salut. J'avais pas vu que t'avais le micro. Non, j'ai un truc là secret, Ah ouais. ouais. C'est une perruque, là? Quasiment. Ce soir, le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi.
petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux?